Bonjour à toutes et à tous. On s'est partagé notre temps avec Harold. Je vais faire la première partie de l'exposé et Harold la seconde. Notre exposé s'intitule Protéger sans diminuer, respecter sans négliger, et il reprend le fil où l'a laissé le professeur Joël Ancry avec cette formule qui m'a beaucoup intéressé, du dire, de l'annonce du diagnostic, on passe très vite à l'interdire. Je commence avec une citation de Solon qui remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Un individu peut léguer ses biens à un tiers extérieur à sa famille, à condition que son jugement ne soit pas troublé par la souffrance, la menace, les drogues, le grand âge ou les charmes d'une femme. Je ne commente pas le sexisme de la citation. C'est pour annoncer le fait que dans la deuxième partie de notre exposé, Harold abordera la question spécifique de la capacité à tester, de la capacité à effectuer un testament dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Mais vous voyez déjà au travers de cette citation que les questions qu'on va se poser ne sont pas toutes neuves. Alors, avant d'entrer dans ces débats, je voudrais introduire ce qui me paraît être un des problèmes fondamentaux, si ce n'est le problème fondamental de la maladie d'Alzheimer et du droit. Je pense que si la maladie d'Alzheimer interroge le droit, si elle constitue pour le droit un problème, c'est parce qu'on est ici constamment menacé par deux écueils. On court en permanence le risque de tomber de Charybde en Scylla. Premier risque, premier écueil, infantiliser les personnes. Alain Grimfeld l'a rappelé, le risque, c'est de partir du principe que puisqu'elles sont atteintes d'une maladie qui affecte le discernement et le jugement, il convient avant tout de les protéger, à la fois contre elles-mêmes, contre des tiers qui pourraient abuser de leur faiblesse, et protéger aussi, puisqu'on est dans le domaine du droit, d'autres personnes qui pourraient être affectées par des mauvaises décisions de leur part. En matière juridique, cette protection passe essentiellement par le fait de retirer à la personne le pouvoir d'exercer par elle-même un certain nombre de ses droits. C'est de l'interdire, c'est de la priver d'un certain nombre de ses libertés et de ses prérogatives. Droit d'aller et venir librement, droit de choisir son lieu de vie et son mode de vie, droit de gérer elle-même son argent, d'effectuer des actes juridiques, une donation, un testament, droit de prendre elle-même les décisions qui la concernent, d'accepter ou de refuser librement des aides ou des soins, droit de donner ou non son consentement à participer à un protocole de recherche. Ces restrictions de liberté, elles peuvent être formelles, par exemple quand une mesure de protection juridique est ordonnée par le juge et qu'on retire à la personne l'exercice d'un certain nombre de ses droits. Mais la plupart du temps, dans les faits, ces restrictions de liberté sont informelles. La plupart du temps, la décision de retirer à la personne un certain nombre de ses prérogatives est prise hors du contrôle de la justice, hors du contrôle du juge, par les membres de la famille ou par les professionnels en charge de la personne pour sa protection. Solène Biot, à laquelle la Fondation Médéric Alzheimer a attribué il y a quelques années une bourse doctorale, montre dans sa thèse que le diagnostic de maladie d'Alzheimer remodèle fortement l'organisation de la gestion autour des personnes âgées et que très souvent, c'est une thèse de sociologie, la personne est en marge de la gestion, que ce soit pour payer les factures, pour avoir des relations avec sa banque ou pour disposer de son carnet de chèques, elle n'est plus considérée comme capable ou comme entièrement capable. On a tendance à l'assister, à prendre à sa place les décisions, à faire à sa place. Donc, premier écueil, premier enjeu, c'est une formule de Thierry Fossier que certains d'entre vous connaissent, protéger sans diminuer. Protéger sans infantiliser, ne pas verser dans un paternalisme ou dans un maternalisme, ne soyons pas sexistes à l'envers, excessif. Deuxième enjeu, deuxième risque, on en parle un peu moins, je trouve, mais il est tout aussi redoutable. Il consiste, au nom justement du respect des droits et libertés des individus, à laisser faire aux personnes malades des choses qu'elles ne sont en réalité plus capables de faire, et notamment leur laisser prendre des décisions qu'elles ne sont plus en capacité de prendre. Par exemple, au nom du principe sacré de la liberté d'aller et venir, laisser errer dans la nature des personnes désorientées, au nom du principe sacré du consentement, abandonner à son sort une personne qui vit seule chez elle parce qu'elle refuse d'ouvrir la porte de son domicile aux intervenantes du service d'aide,
Laisser rentrer chez lui un majeur sous tutelle parce que tel est son bon plaisir alors que son appartement est rempli d'excréments et de détritus. Laisser des agents immobiliers peu scrupuleux racheter au dixième de sa valeur l'appartement d'une personne âgée incapable de dire non aux propositions qu'on lui fait. Ou au nom du libre choix des partenaires sexuels, laisser les résidents d'une maison de retraite avoir des relations intimes, même quand on ne peut plus dire qu'il s'agit d'adultes authentiquement consentants. Donc ce second écueil, second enjeu, il consiste à ce second écueil correspond un second enjeu qui consiste à respecter sans négliger, à ne pas, au nom du respect des souhaits de la personne, au nom du respect de sa volonté, la laisser à sa vulnérabilité et à la merci des prédateurs de toutes sortes. Ne pas faire preuve de négligence, ne pas manquer à nos responsabilités individuelles. Alors, comment affronter ces deux enjeux ? Le droit, et en particulier la loi du 5 mars 2007, réformant la protection juridique des majeurs, apporte quelques éléments de réponse. Je ne vais pas les développer ici, ils le seront abondamment aujourd'hui et notamment cet après-midi, mais je pense à la réaffirmation des principes de nécessité, subsidiarité, proportionnalité, la limitation de la durée des mesures de protection, la reconnaissance d'un domaine des actes personnels, etc. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en dépit de ces avancées importantes dans le domaine du droit, peu de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer bénéficient actuellement d'une mesure de protection juridique. Dans les enquêtes que nous avons menées à la Fondation Médéric Alzheimer, que vous pouvez retrouver sur notre site, en maison de retraite, seuls 35% des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer bénéficient d'une mesure de protection. Et parmi les personnes malades qui sont prises en charge par des services d'aide à domicile, seuls 19% bénéficient d'une mesure de tutelle ou de curatelle. Par ailleurs, on sait que, même si on a fait des progrès dans l'annonce du diagnostic, on sait qu'un nombre assez important de personnes ne sont pas diagnostiquées. On parlait il y a quelques années de 50%, je pense que le chiffre a un peu baissé, mais ça reste une proportion importante. Et puis même dans le cas qu'on pourrait appeler idéal, quand un diagnostic a été posé et que la personne bénéficie de la mesure de protection adéquate, la question de savoir comment la protéger sans l'infantiliser et comment la respecter sans la négliger reste entière. Il y a deux questions, me semble-t-il, importantes ici. La première, Joël Ancry faisait allusion à l'instant, c'est comment évaluer le plus rigoureusement possible les capacités fonctionnelles et décisionnelles de la personne. Est-elle en mesure de prendre une décision de manière éclairée ? Et puis, comment évaluer finement la vulnérabilité, c'est le deuxième enjeu difficile, comment évaluer la vulnérabilité de la personne à ce que les anglo-saxons appellent l'influence indue. Je commence par le premier point. Comment évaluer le plus rigoureusement possible la compétence ? Il y a aujourd'hui, au moins dans la littérature, un consensus sur deux points. Le premier, c'est que la présence de troubles cognitifs ou d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer ne signifie pas que la personne n'est plus compétente. D'une part, on sait qu'il s'agit d'une maladie progressive et surtout, il ne faudrait jamais se demander si la personne est compétente ou incompétente dans l'absolu, mais toujours pour une activité précise. Se demander si elle est capable de ou compétente pour réaliser tel acte ou telle décision ou pour prendre telle ou telle décision. Il n'y a donc pas une compétence, mais une multiplicité de compétences fonctionnelles et décisionnelles, gérer ses finances, vivre de manière indépendante, conduire, c'est pour le fonctionnel, pour le décisionnel, vous pouvez voir la liste que j'indique, selon le stade d'évolution, selon la forme de la maladie, selon la familiarité que la personne a avec l'acte ou le type de décision considérée, elle peut rester capable ou non. Certaines personnes ne sont plus capables de gérer leur portefeuille d'action et restent parfaitement capables de gérer leur budget quotidien. Une personne peut ne plus être capable de décider si elle souhaite ou non entrer dans un protocole de recherche et rester capable de décider quel mode de vie elle souhaite mener. Donc, l'important ici, c'est qu'on n'est plus à l'âge de Solon. On ne considère plus que l'âge seul rend les personnes incompétentes et on ne considère même plus, on ne devrait même plus considérer que le diagnostic seul rend les personnes incompétentes. On s'est déplacé, ce qu'on considère, c'est un certain nombre d'aptitudes, de compétences, de capacités fonctionnelles et décisionnelles précises et qu'on évalue séparément. Deuxième point fondamental,
c'est que l'évaluation de la compétence, quand vous évaluez la compétence de quelqu'un, ça a des implications pratiques considérables. Si vous la jugez incompétente, vous allez lui retirer un certain nombre de ses prérogatives. Si vous estimez qu'elle n'est plus apte à voter, vous lui retirez le droit de vote. Si vous estimez qu'elle n'est plus apte à conduire, vous lui retirez son permis. Autrement dit, la question des critères de la compétence, la question de savoir quel niveau, quel degré de capacité est requis pour qu'une personne soit reconnue compétente pour prendre telle ou telle décision, elle doit être tranchée par le droit. Même si les familles des malades, même si les professionnels restreignent spontanément les libertés des personnes pour les protéger, en toute rigueur, dans un état de droit, personne d'autre qu'un juge n'a la légitimité de retirer à un individu le pouvoir d'exercer par lui-même ses droits. Par conséquent, évaluer d'un point de vue fonctionnel les capacités d'action ou de décision de la personne, c'est une chose. Décider des capacités qui devraient être requises pour que la personne soit reconnue compétente, c'en est une autre. On évalue les capacités, on juge de la compétence. Donc, pour établir ces critères, des auteurs anglo-saxons qui ont travaillé ces questions sont allés étudier la jurisprudence. Ils sont partis de la jurisprudence. Ils se sont demandé comment les juges qui avaient eu à trancher ces questions, est-ce que telle personne qui avait telle pathologie était capable de prendre des décisions qui étaient face à elle, par exemple de rédiger un testament, quels critères les juges avaient utilisés. 4 critères. Le schéma général, c'est qu'une personne est réputée compétente si elle comprend, pour prendre une décision, si elle comprend qu'elle est face à un choix et quelles sont les différentes options, si elle peut comparer les conséquences probables des différentes options possibles, si elle peut indiquer un choix relativement clair et stable dans le temps, et si elle est consciente de l'impact de la décision sur sa situation. C'est la base. Dans certains cas, certaines juridictions existent plus. Alors, comme le soulignait Joël à l'instant, c'est un champ de recherche qui se développe, qui est en plein développement actuel. Je vous ai mis un certain nombre d'articles. Vous voyez qu'on essaye d'évaluer plus rigoureusement la capacité à gauche de désigner un mandataire, la capacité de consentir à la participation à la recherche, la capacité à gérer ses finances au quotidien, la capacité à rédiger un testament, la capacité à voter. Une grande partie de ce travail, je vais aller vite sur cette diapo parce que le temps passe, mais ça consiste à partir de l'examen des critères qu'on trouve dans la jurisprudence, des critères légaux de la compétence, à opérationnaliser ces critères dans des questionnaires pour essayer de voir, à gauche, en posant un certain nombre de questions, si la personne est capable de consentir ou de refuser un traitement médical, de prendre une décision médicale, à droite, si elle est capable ou non de consentir à entrer dans un protocole de recherche. Je signale que l'outil de droite vient très récemment d'être validé par Laurence Hugonot-Diener en français, et qu'il y a un PHRC qui est sur le point de finir, je crois, du docteur Bosquet, du professeur Mahé, pour traduire des outils sur le consentement aux soins, l'évaluation de la capacité à désigner un mandataire et à voter. Donc là-dessus, on a pas mal avancé. Je ne dis pas que ces outils résolvent toutes les difficultés, mais on a pas mal avancé. Le problème, c'est qu'il y a, en matière décisionnelle, il y a une autre difficulté. Le problème n'est pas simplement de savoir si la personne est capable de prendre une décision en connaissance de cause, de manière éclairée. La deuxième chose à examiner, c'est si elle est en situation de prendre cette décision de manière libre, sans être indûment influencée par des tiers. Donc la deuxième chose à examiner, c'est, je vais aller plus vite là-dessus, c'est la question de ce que les anglo-saxons appellent l'influence indue, la vulnérabilité à l'influence indue. Si vous pensez au testament, au détournement, à la captation d'héritage, vous voyez immédiatement aux choses auxquelles je pense. La notion d'influence indue, elle désigne une subversion de la volonté de la personne, quel que soit le moyen employé, que ça peut être la menace, la manipulation, la tromperie. Un bon exemple, c'est la captation d'héritage. Ce problème-là, la question de savoir si... qu'en est-il dans la maladie d'Alzheimer de l'influence indue, de la vulnérabilité des personnes à l'influence indue, est au moins aussi important que l'évaluation de leur capacité décisionnelle. C'est dans une étude qui a été menée aux États-Unis où un auteur est allé voir des cas où des testaments avaient été, il a pris au hasard des cas où des testaments avaient été remis en cause a posteriori. Dans 4 cas sur 10, ça concerne des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer, et dans un cas sur 2, le testament est contesté au motif de l'influence indue. On ne dit pas que la personne n'avait pas les capacités intellectuelles de le faire, on dit qu'elle a été indûment influencée par un tiers qui a obtenu un testament à son bénéfice. Donc, on sait que
les troubles liés à la maladie, les troubles de la perception de la réalité, la difficulté à interpréter le comportement des tiers, l'isolement, qui peut venir des troubles cognitifs et des troubles sensoriels ou de mobilité, peuvent accroître cette vulnérabilité à l'influence des tiers. Et puis, il y a un deuxième facteur, qui est important ici, c'est que la maladie entraîne une dépendance croissante, un besoin d'aide croissant vis-à-vis des tiers, et qu'on est donc dans une relation, dans une situation et d'une relation de dépendance affective et matérielle vis-à-vis d'autrui. Donc ce qui rend les personnes particulièrement vulnérables, c'est effectivement leur trouble cognitif, mais c'est aussi la situation particulière vis-à-vis de laquelle ils sont pour certains actes de leur vie quotidienne. Il est facile de dire je continue de m'occuper de toi. Si tu ne fais pas un testament à mon avantage, tu vas finir assez vite en maison de retraite. C'est assez facile. On voit les voies que ça peut prendre. Et c'est comme ça que ça se passe. Là-dessus, il y a peu de choses. Je vous ai montré tous les travaux sur la première partie, sur l'évaluation du caractère éclairé ou non de la décision du consentement. Ici, il y a peu de choses. Il y a quelques modèles, et on a sorti quelques éléments, Harold va en parler tout de suite, sur 3 facteurs importants. L'isolement de la personne par rapport à la famille et ses amis, la dépendance par rapport à un tiers, je viens de le dire, et tout ce qui peut être l'indice d'une manipulation émotionnelle. Alors, pour introduire le propos d'Harold, on va je vais lui passer la parole tout de suite. La question qu'on va se poser maintenant, c'est le cas particulier du testament. Le cas particulier du testament, un notaire, mettez-vous 5 minutes dans la peau d'un notaire. Vous recevez un client âgé. Et les capacités cognitives du client face auquel vous êtes vous semblent incertaines. Vous dites c'est peut-être des troubles de l'audition, c'est pas très bien. Il incombe au notaire de s'assurer que son client est sain d'esprit, apte à exprimer valablement sa volonté et qu'il prend ses dispositions librement. Problème, si vous mettez 5 minutes à la place du notaire, il n'y a pas de test simple pour évaluer la capacité à tester. Vous n'avez pas été formé à repérer ou à évaluer les troubles cognitifs. Ils ne sont pas forcément faciles à déceler au début de la maladie, au cours d'un entretien relativement bref, ça ne saute pas de manière évidente nécessairement aux yeux. Et puis si vous commencez à essayer d'aller creuser pour voir si les capacités sont préservées, votre client peut très bien vous dire maître, vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas mon médecin. Alors Harold va nous montrer comment on peut faire, comment un certain nombre de travaux donnent, sinon des réponses, du moins un certain nombre d'éléments pour avancer sur ces questions. Je vais présenter la première étape. Il y en aura 3. La première, c'est selon un rapport de la Fondation Roy-Baudouin, cette étape consiste à apprendre à repérer la présence de troubles cognitifs. Rappelons que même s'il n'appartient pas au notaire d'évaluer les fonctions cognitives de ses clients, et a fortiori de leur faire passer un test tel que le MMSE, le notaire peut être attentif à certains signes qui peuvent lui mettre la puce à l'oreille ou éveiller sa vigilance. Alors, au cours de l'entretien, il peut être attentif à des signes pouvant évoquer la présence de troubles de la mémoire, de l'attention, du jugement ou de l'humeur. Par exemple, si la personne pose plusieurs fois les mêmes questions, ne comprend pas bien ce qu'on lui explique, a des difficultés à trouver ses mots ou confond les liens de parenté, ou encore a des difficultés à se repérer dans le temps, passe en transition d'un sujet à un autre, ou veut tout régler rapidement sans discuter, et faire en sorte que ce soit vraiment réglé le plus vite possible et ne pas se poser de questions. Cependant, comme le soulignent les auteurs du rapport, aucun signe considéré isolément ne constitue en tant que tel une indication de diminution des aptitudes de la personne. Si la personne rencontre des difficultés, avant de la juger incompétente, il faut tout mettre en œuvre pour voir si, avec une aide appropriée, elle ne serait pas en mesure d'effectuer les actes. Les difficultés observées peuvent s'expliquer. En effet, la personne peut être sous médicaments, peut avoir fait l'objet d'un deuil récent ou tout simplement
être troublée, être anxieuse, car réaliser une démarche importante telle qu'un testament peut la déstabiliser, d'autant plus qu'il est réalisé la plupart du temps à l'office du notaire, et donc du coup dans un lieu qu'elle ne connaît pas ou peu. Enfin, surtout, déceler les troubles cognitifs n'est qu'une première étape. L'étape suivante consiste à établir si ces troubles du comportement sont de nature à empêcher la personne de manifester sa volonté libre et éclairée. Donc la deuxième étape est d'évaluer la capacité à tester. Les troubles cognitifs peuvent affecter les capacités de discernement et de jugement, mais ce qui est en jeu, ce n'est pas la présence de troubles cognitifs ou d'un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. C'est de savoir si ces troubles sont de nature à altérer cette capacité spécifique qu'est la capacité à tester. Ce point est d'autant plus important que pour la jurisprudence nationale et internationale, la maladie d'Alzheimer n'est pas synonyme d'incapacité à tester. Dans un arrêt de 1994, par exemple, la première chambre du TGI de Paris a pu estimer que la maladie d'Alzheimer dont se trouvait infligée une testatrice n'avait pas affecté la clarté de son raisonnement à la date à laquelle celle-ci avait établi un testament holographe, en sorte que cet acte n'encourait pas une nullité pour insanité d'esprit. Comment faire alors pour évaluer cette capacité particulière ? Dans la littérature internationale, par exemple dans un rapport du barreau américain et de l'Association américaine de psychologie, on considère que pour être reconnu capable d'effectuer un testament, une personne devait disposer des 4 aptitudes générales qui sont comprendre, raisonner, apprécier et choisir. Ce qui suppose, dans le cas particulier du testament, d'examiner les points suivants. Alors, je ne vais peut-être pas tous les reprendre. La personne est-elle capable de comprendre ce que signifie que de faire un testament et ce que ça implique, d'évaluer approximativement la nature et le montant des biens, indiquer clairement à qui elle souhaite léguer ses biens. On peut toujours penser que lorsqu'on voit les arrêts de la jurisprudence, les personnes peuvent parfois un peu comprendre, mélanger un peu les personnes et voir l'influence qu'une personne a sur une autre personne et finalement prendre le neveu pour un fils puisqu'elle est plus capable véritablement de faire la distinction. Il faut aussi, pour certains auteurs et certaines juridictions, il faut en plus, dans certaines circonstances, que la personne soit capable de comprendre de comprendre et d'expliquer qui risque d'être surpris par les dispositions prises, qui risque d'éventuellement remettre en cause le testament après le décès du testateur. Et ensuite, indiquer ce qui l'a amené à disposer ainsi de ses biens. Et donc là, on voit véritablement que le raisonnement doit être clairement établi pour pouvoir être capable ou reconnu capable de tester. Donc selon la littérature, ce sont ces différents points que le notaire devrait chercher à expliquer. Au besoin, s'il a un doute, en faisant appel à un professionnel dont l'expertise est plutôt une expertise médico-légale. C'est ce que l'on voit notamment aux États-Unis, où les notaires n'hésitent pas à faire appel à des experts médico-légaux. Enfin, la troisième étape consiste à évaluer la vulnérabilité à l'influence indue. En effet, une personne peut avoir les capacités intellectuelles suffisantes pour prendre des dispositions de manière éclairée, comme le signalait Fabrice, et cependant être vulnérable à l'influence de tiers qui vont faire pression sur elle, la manipulent ou la trompent. Et ainsi obtenir un testament à leur avantage, alors que sans ces manœuvres, elle n'aurait jamais eu l'avantage qui s'en est trouvé par ailleurs. Cette influence, qui peut par exemple aboutir à une captation d'héritage, peut prendre des formes évidentes, telles que les menaces ou les pressions, ou des formes plus insidieuses, comme la calomnie, ou alors on va dénigrer les descendants en qui la personne avait placé sa confiance, on va confiner la personne ou tenir les autres membres de la famille à l'écart.
L'influence indue n'est certes pas facile à repérer, mais certains auteurs ont identifié des signaux d'alerte auxquels le notaire pourrait être attentif et qui peuvent l'amener à se poser des questions. Un groupe de travail spécifiquement dédié à cette question s'est réuni au sein de l'International Psychogeriatric Association. Ils ont publié en 2009 un article mettant en évidence quelques signaux d'alerte auxquels il conviendrait d'être particulièrement attentif. Il s'agit des suivants. Lorsque le testateur est isolé, lorsque sont altérées sa vision, son audition ou encore ses facultés de communication ou de mobilité, lorsque le testateur place une très grande confiance en une tierce personne, lorsqu'il est dans une situation de dépendance importante vis-à-vis de tiers, ou lorsque l'on est en présence de conflits familiaux ou de changements récents dans les relations familiales ou les dynamiques familiales. Enfin, d'autres signes sont plus liés au testament lui-même. C'est notamment le cas lorsque les dispositions sont radicalement différentes du précédent et lorsque un tiers a été activement impliqué dans les démarches conduisant au testament, c'est-à-dire que c'est lui qui va amener la personne, lui dire ce qu'il faut faire, l'assister à tout prix, s'imposer à l'étude du notaire. Ce sont des choses qui arrivent relativement fréquemment. Alors ici, la conclusion de ces 3 points est que plus il y a de signaux d'alerte rouge, plus il convient évidemment d'être vigilant et de travailler en pluridisciplinarité avec les autres personnes entourant la personne qui souhaite tester. Et je repasse la parole à Fabrice. Si on veut essayer de protéger sans diminuer, de respecter sans négliger, si on veut naviguer entre ces 2 écueils, dans ce que Michel Frémontier appelle le triangle des Bermudes de la maladie d'Alzheimer, il y a besoin d'une collaboration entre les professionnels du droit et les professionnels de la santé. Je pense que s'il y a aussi l'influence indue, il y a aussi les professionnels du secteur social et médico-social, mais que cette collaboration est nécessaire, mais que c'est une collaboration difficile, et que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est dans une collaboration et de mettre en œuvre des conditions concrètes de cette collaboration, parce que ces professionnels ne parlent pas le même langage, n'évaluent pas les mêmes choses, et qu'on le voit très bien sur la question du dossier médical, du rapport médical circonstancié. Et là, il y a un travail considérable à faire, et je pense que le chemin est devant nous. On vous a mis en photo 2 initiatives, l'une américaine, l'autre belge. Il n'y a pas que les Américains qui font des choses excellentes, où se sont associés, à gauche, le barreau américain et l'association de psychologie américaine, à droite, sous l'égide de la Fondation Roi-Baudouin, des juges, des tuteurs, des notaires et des professionnels de santé. Merci beaucoup.